résonnants, j'espère que vous allez bien. Dans notre panorama prophétique aujourd'hui, nous allons parler du projet pour la destruction du christianisme selon Karl Marx. La question qu'on doit se poser, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Parce que, soit nous allons fermer les yeux dans un aveuglement optimiste, qui fait que beaucoup de personnes pensent que les choses vont revenir comme avant. Alors, ils ne sentent pas le besoin de se préparer pour quelque chose. Ils regardent les médias. Voilà, on a l'impression que les choses sont en train de revenir au fur et à mesure. D'autres vont s'asseoir au lieu d'être proactifs et se poser des questions. Et parfois, on reste uniquement dans nos pensées. Nous ne voyons pas les choses qui sont en train de changer dans la société. Peut-être le retour à la normale après le Covid, on a l'impression qu'on retourne à la normale. Mais il y a tellement de choses qui changent dans la société, les amis. Vous avez par exemple les parents. Les parents ne peuvent plus. C'est la Cour fédérale qui a statué que les parents ne pouvaient pas contester la politique d'un district scolaire, au Maryland, interdisant d'informer les parents si les enfants s'identifient comme transgenres. Ok? Ça c'est aux États-Unis et ça se déploie dans plusieurs pays. Vous avez par exemple un prédicateur arrêté en Angleterre, dans les rues de Londres, pour avoir prêché le mariage biblique selon la Bible. Il est arrêté. Mais nos vies continuent, on programme nos vacances, on programme ceci. Vous avez au Québec un médecin de Montréal radié 3 mois pour avoir mégenré un patient trans. Vous pouvez lire l'article. Puisqu'il a dit que le médecin dit qu'il reconnaît seulement le chromosome X et Y, donc voilà, vous connaissez comment ça se passe. Donc, la société est en train de changer. Et on commence à voir la montée du socialisme. De plus en plus, on commence à voir une société qui tourne de plus en plus vers le socialisme, entre guillemets, le communisme. On va essayer d'en parler. Et c'est très important, les amis, ce panorama prophétique, pour comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller. Le but n'est pas d'effrayer quiconque, le but n'est pas de juger quiconque. Nous voulons seulement, grâce à Dieu, échanger avec vous pour vous partager comment les petites transformations qui se passent dans la société au fur et à mesure. Ça ne doit pas être nouveau pour un chrétien, mais il ne peut pas fermer les yeux vis-à-vis de ça. Quand vous voyez au fur et à mesure des jeunes s'intéresser au communisme, comment le communisme, le socialisme est prôné, le parti communisme au Québec, vous avez des grands leaders mondiaux qui ont toujours milité pour le communisme, entre guillemets, socialisme. Vous avez Thomas Sankara aussi, vous avez Nelson Mandela, Thomas Sankara, son parti, il est un héros pour beaucoup de personnes en Afrique, mais c'était aussi un bourreau pour certaines personnes en Afrique. Les gens ne le savent pas. On aime toujours parler des gens comme, voilà, ils ont seulement fait des bonnes choses. Je ne suis pas contre, il a fait des bonnes choses pour son pays. Mais n'oubliez pas qu'il était communiste. Vous pouvez voir les symboles. Vous avez en Allemagne, vous avez en Suisse. On nous dit, quand les jeunes se tournent vers le communisme. Donc, une question qu'on doit se poser. Est-ce que les gens, c'est pas seulement moi, les gens se posent la question si Marx est de retour. Si le journal belge nous dit pourquoi Karl Marx revient à la mode, pourquoi Karl Marx
revient à la mode. Et le journal belge nous dit, près de 200 ans après sa naissance, la pensée de Karl Marx semble indépassable. La vie politique est toujours rythmée de ces concepts capital, travail, exploitation, classe sociale, dialectique, bourgeois. Les partis qui se réclament de lui connaissent parfois un succès étonnant. Un film lui est même consacré, le jeune Karl Marx. Vous remarquez bien que la société, on constate dans la société le retour de Karl Marx. Avec ce que je viens de... Juste cette petite information, de se poser la question, et qui est légitime? Qu'est-ce que le marxisme? Qu'est-ce que le marxisme? Simple mot. Doctrine philosophique, sociale, économique, élaborée par Karl Marx, en particulier une théorie et une pratique du socialisme. Donc le marxisme est un courant de pensée politique sociologique, philosophique, historique, anthropologique, économique, fondé sur les idées de Karl Marx. Dans une moindre mesure, Friedrich Engels, pour ceux qui connaissent l'histoire du communisme. Politiquement, le marxisme, les amis, repose sur la participation au mouvement réel de lutte de classe, afin de parvenir à une société sans classe sociale, sans patriarcat. Ok? Donc, pour élaborer quelques petits points, l'une des diverses théories ou mouvements économiques, politiques égalitaires prônant la propriété, l'administration collective, parce que dans la pensée de Karl Marx, l'individu n'existe pas. Vous n'existez pas en tant qu'individu. Vous existez collectivement. Donc, il n'y a pas une personne qui va dire, moi je suis ceci, non, on va prendre la pensée d'une personne. Non, il n'y a pas de différence. Vous existez dans la collectivité. Système de société ou un groupe vivant dans lequel il n'y a pas de propriété privée. Vous commencez à avoir des lois dans le pays. Vous n'aurez pas la propriété privée. Donc, pour ceux qui achètent ou qui achètent, je ne suis pas en train de dire de ne pas acheter, ça c'est pas le but de la présentation, chacun est libre. Mais vous allez voir, les taxes vont commencer à augmenter dans plusieurs pays. Les gens seront obligés de céder, en fait. Les lois, au fur et à mesure. Ça fait partie de la... Il ne faut pas la propriété privée. Ça vient du capitalisme. Un système ou une condition de société dans laquelle les moyens de production sont détenus et contrôlés par l'État. Un stade de société dans la théorie marxiste qui est transitoire entre le capitalisme et le communisme et qui se distingue par une répartition inégale des biens et rémunération en fonction du travail effectué. Dans le communisme, en simple définition sur Internet que vous pouvez voir, organisation politique sociale fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. Ok? Et une chose à noter, c'est que, pour continuer, un système dans lequel les biens sont détenus, comprenez bien, les biens sont détenus en commun et sont disponibles pour tous selon les besoins. Ça peut sonner, on veut tout partager. Ok? Une théorie prônant l'élimination de la propriété privée ou le communisme. Une doctrine basée sur le socialisme, marxisme révolutionné par tout de révolution. Le marxisme-léninisme qui était idéologie officielle de l'Union soviétique. Pour ceux qui connaissent l'Union soviétique, je vous conseillerais de lire un peu l'histoire. J'ai un parcours scientifique, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire pour savoir pourquoi des choses sont répétées. Je m'intéresse beaucoup et ça c'est très fascinant. Si vous regardez, vous connaissez un peu Lénine, vous étudiez l'Union soviétique, comment les gens vivaient à l'Union soviétique, sachez que voilà le monde dans lequel on est en train d'aller.
Un système de gouvernement totalitaire dans lequel un seul parti autoritaire contrôle les moyens de production appartenant à l'État. Est-ce que vous comprenez? J'ai souligné totalitaire. Le totalitarisme est un régime de système politique dans lequel il existe un parti unique, n'admettant aucune opposition organisée, où l'État tend à exercer une mainmise sur la totalité des activités de la société. Donc, la société pensée par Karl Marx, il y a des gens qui ont déjà eu l'expérience un peu ce que ça veut dire. Ou c'est quoi cette société? Avant de pouvoir vous montrer comment les transformations se passent, il faut d'abord qu'on aille à la genèse de la chose. Vous avez deux visions dans le monde. Deux visions. Ceux qui croient à la parole de l'homme, ils vont toujours parler de nous sommes les humanistes, toutes ces choses, ça peut sonner bien. Tout dépend de la vision de tout un chacun. Le créationniste qui dit la parole de Dieu. Ok? Je crois à la parole de Dieu, pas en l'homme. Parce que généralement, quand on est déçu par l'homme, on dit oh non, est-ce que je crois à la parole de Dieu ou je crois à la parole de l'homme? Alors, Karl Marx, dans sa vision, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas la même vision que celui qui croit. Le chrétien a une vision créationniste. La famille, Adam et Ève, c'est le commencement de la famille. Ça veut dire que la famille est instituée par Dieu. Tout ce que Dieu a fait, c'est la famille. C'est le péché est venu et maintenant Jésus vient pour racheter. Ça, c'est le point de vue d'un chrétien. Par contre, Karl Marx, il était évolutionniste. C'était le petit-fils d'un rabbin. Il s'est converti au protestantisme et lui-même baptisé protestant par son père en 1824 et se serait empêtré dans la haine de soi et toutes ces choses. Et puis, il a embrassé le darwinisme. Il a basé sa vision sur Darwin. C'est pourquoi il dit la religion, c'est l'opium du peuple. Qu'il faut supprimer la religion. Ok? Vous connaissez l'histoire où il fait une dédicace à Darwin. Parce qu'il était un admirateur de Darwin. Donc sa vision est basée sur le darwinisme. Voilà la vision de la vie. Les hommes ont été créés naturellement dans leur propre créateur. Pour Marx, la famille, c'est l'origine de l'oppression. La propriété privée est une mauvaise chose. Il y a le problème des classes sociales. La seule espérance pour sortir de toutes ces souffrances, c'est une révolution. C'est pourquoi vous voyez les mains tendues, des gens qui lèvent toutes les mains. Voilà, c'est la révolution. Et Marx a déployé les idées de la lutte des classes. Que la seule réponse, la seule espérance, c'est la révolution. Et dans le projet de Marx, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que la société est divisée en deux parties. Il y a les oppresseurs. Oppresseur, l'homme. Je dis bien l'homme masculin, XY. L'homme riche. L'hétérosexuel. Le chrétien. Donc le patriarcat aussi. Ok? Les oppressés, c'est la femme. D'où le féminisme, vous allez le voir tout à l'heure. Le pauvre, LGBT, l'handicapé. Donc les oppresseurs ont tout le pouvoir dans la société, ce qui les pousse à utiliser cela contre les oppressés. Ok? L'école, le gouvernement qui permet que les oppresseurs restent au pouvoir. Donc il faut détruire toutes ces choses-là. Les oppressés doivent se lever et faire une révolution. Et cette révolution, on appelle cela quoi? La justice sociale. La justice sociale. Donc, quand vous entendez les discours politiques, il faut la justice sociale. Les amis, je pense qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que la justice sociale? Dans le sud des Nations Unies, qu'est-ce que la justice sociale? La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits.
pour tous les peuples. La possibilité pour les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique, social partout dans le monde. Ok? L'égalité des sexes signifie la justice sociale. L'article, vous lisez tout, vous allez voir, et vous allez voir que beaucoup de religions, adventistes, méthodistes, baptistes, catholiques, commencent à introduire dans leur vocabulaire ou des prédicateurs, commencent à introduire les concepts de justice sociale. Parce que dans ce concept-là, vous allez voir comment le christianisme est détruit au fur et à mesure. Vous allez vous comprendre. Dans le concept de justice sociale, il y a ce qu'on appelle la théorie critique. Critical theory. Qui se définit simplement par... La théorie critique est une approche de la philosophie sociale, toujours de Karl, qui vise à analyser la société, la culture, en mobilisant les sciences sociales et humaines afin de révéler et mettre en question les structures de pouvoir. Vous comprenez? C'est pourquoi on parle de une nouvelle génération de la théorie critique. Ok? Né en 1965, Hartmut Rosa appartient à la 4e génération de la théorie critique allemande, projet d'articulation du marxisme, de la philosophie des sciences sociales constituée à Francfort. C'est une école qui a repris les pensées, on appelle l'école de Francfort, qui a fondé le marxisme interdisciplinaire et qui s'attache à l'analyse, à analyser le capitalisme moderne et les évolutions. Tu vois? Et cette théorie se poursuit jusqu'à aujourd'hui dans les grandes écoles. Donc, dans cette pensée-là, il faut la théorie critique. Et dans l'injustice dont on parle, parce qu'on sait qu'en tant que chrétien, Dieu définit l'injustice comme une action, une attitude pécheresse envers les autres. Tandis que Marx définit l'injustice comme appartenir au mauvais groupe identifié. Les groupes que je vous ai donnés tout à l'heure, les oppresseurs. Si vous êtes un homme hétérosexuel, vous êtes déjà identifié comme dangereux. Si vous êtes riche, vous êtes identifié comme dangereux. Je vous donne seulement quelques exemples. Si vous êtes chrétien, vous êtes déjà identifié comme dangereux parce que vous faites partie du groupe d'oppresseurs. Ok? Donc si tu fais partie du groupe que Marx définit comme oppresseur, tu es coupable, peu importe. Si tu es un homme, tu es automatiquement... Si tu es non blanc, tu es déjà coupable. Parce qu'on va regarder l'histoire de l'esclavage, Dieu est déjà coupable, même si tu es né, que tu n'as jamais connu. Un enfant blanc est déjà coupable à cause de l'histoire. Il fait partie des oppresseurs. C'est pourquoi vous entendez peut-être Michel Onfray qui disait « On nous dit qu'être un blanc est coupable parce qu'il est blanc. » Vous comprenez? La théorie critique juge les gens même avant qu'ils ne font quoi que ce soit. Si tu fais partie du groupe opprimé, peu importe ce que tu fais, même si tu n'as rien fait, tu es déjà. Si tu fais partie du groupe des opprimés, peu importe ce que tu fais, peu importe, tu es oppressé. Si tu fais partie des oppresseurs, tu es déjà condamné déjà à la base. Le problème, pourtant le problème de Dieu, pour Dieu est plus profond. Ce n'est pas question des classes sociales. C'est le péché. L'homme a besoin de la rédemption. Non, mais la vision de Karl Marx, non. Oppresseur, oppressé. Vous êtes un homme, vous êtes un oppresseur vis-à-vis d'une femme. Peu importe, dès que vous partez au tribunal, si une femme vient, elle pleure devant vous, dès qu'elle raconte une histoire, dès qu'elle pleure, elle a déjà raison. Dans la société, remarquez bien, elle a déjà raison. Il y a des milliers de vies des hommes. Il ne dit pas qu'il y a les femmes qui n'ont pas eu raison dans ce cas. Il y a les hommes, je regardais encore récemment les trucs aux États-Unis, comment un homme, 14 ans de sa vie, parce qu'une femme a pleuré, elle a menti, et puis 14 ans plus tard, elle a dit que ce n'était pas ce qui s'est passé. Ça a 14 ans de sa vie. Donc, la justice est faite aujourd'hui que vous êtes un homme. Lorsqu'une femme dit même si vous avez eu des rapports consentants, dès qu'elle a déjà dit que c'est fini, votre cas est déjà réglé. On verra plus tard si c'est vrai ou pas. La société, tout le monde a pris position. Vous êtes l'oppresseur. Woody Beauchamp, qui est un prédicateur
chrétien, il écrit un livre très intéressant. Et moi, je pense que, je ne sais pas si ça existe en français, que chaque personne devrait lire cela. Il dit, il y a deux visions du monde concurrentes dans le moment culturel actuel. Parce que quand vous voyez le mouvement qu'on voit aujourd'hui dans la société, c'est de ça en fait. On est en train d'aller dans cette société en train de se mettre en place. Il dit, de la vision critique de la justice sociale qui suppose que le monde est divisé entre les oppresseurs et les opprimés. Les hommes blancs hétérosexuels sont généralement considérés comme oppresseurs, comme l'oppresseur. L'autre est que j'appellerais dans ces pages la vision de la justice biblique, afin d'éviter ce dont j'accuse les partisans de la justice sociale, qui consiste à présenter immédiatement leurs adversaires comme des opposants à la justice. Il dit, je crois que le concept actuel de justice sociale est incompatible avec le christianisme biblique. Vous comprenez? C'est incompatible. Donc, quand vos dénominations utilisent ces termes, ils veulent seulement se mettre à jour devant le monde. Ils veulent se conformer au monde. Mais c'est incompatible avec le christianisme. Il dit même, il ne peut y avoir de réconciliation sans justice. Quand j'entends cela, j'ai envie de crier. Oui, la mort du Christ est cette justice. Toute autre justice est immédiatement insuffisante. Donc, c'est vrai, les gens disent, oh, il ne faut pas avoir réconciliation sans justice, il faut que le mal arrive à telle personne. Je dis, non. Vous avez le mouvement Black Lives Matter. Même si, peu importe votre casier judiciaire, si vous avez le fait que vous êtes noir, on vous a mis en prison, peu importe votre casier judiciaire, vous êtes devenu saint. Peu importe. Et c'est financé par la Open Society de George Soros. Donc imaginez comment, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, comment les chrétiens étaient persécutés à Rome. Sur quelle base? On dit sous l'Empire romain, les chrétiens ont été soumis à toutes sortes de supplices et de tortures. Du 1er au 3e siècle, des milliers de chrétiens ont été exécutés, mais le christianisme a fini par l'emporter. D'emblée, notre invité précise que la persécution de Rome contre les chrétiens n'était pas organisée et systématique. Elles ont toujours été circonscrites et elles ont été succédées à des périodes de grandes crises. Donc, c'était facile de trouver le coupable de la société. Et l'une des révolutions françaises, que vous connaissez la Révolution française, qui a d'ailleurs été une bonne occasion pour Karl Marx. Parce que dans la Révolution française, il y avait le rejet de Dieu. On s'est tourné vers les abus du système catholique romain pour généraliser et pour dire qu'on met Dieu de côté. Et l'homme maintenant est au centre. On a fait la déclaration des droits de l'homme, avec la définition du bien et du mal selon l'homme et non le créateur. Car les révolutionnaires ont rationalisé le fait qu'ils allaient tuer les gens pour instaurer le bien. Donc, si on peut tuer les gens pour instaurer le bien, tant mieux. Ok? Le christianisme était visé. Donc, il fallait déchristianiser l'Europe. Ok? Donc, et c'est pourquoi ce concept de déchristianisation qui était un mouvement qui a démarré à la chute de la royauté et connaît son apogée pendant les premiers mois de l'an au cours de la Révolution française. Il fallait déchristianiser. Oui. Il fallait exiger l'allégeance totale de l'Église. Oui, tous les religieux devaient se soumettre. Il fallait supprimer l'influence chrétienne, remplacer le christianisme par une autre vision du monde. On pouvait tolérer les chrétiens à une seule condition, s'ils sont soumis et qu'ils font allégeance. Quand vous voyez l'écuménisme, c'est une allégeance en fait. Quand vous voyez l'écuménisme, c'est une allégeance. Et Karl Marx a eu deux personnes
Robert Owen et Charles Fourier. Ces deux personnes qui ont sorti la théorie de socialisme critico-utopique. OK? Et dans leur concept, il fallait que le problème de l'homme était la famille. La société, c'était la famille. Que les souffrances venaient, le mariage empêchait la liberté. La famille, c'était l'union de la souffrance. C'est ainsi qu'il fallait créer une nouvelle manière de voir la famille. Friedrich Hegel nous dit, 3 grands obstacles semblaient surtout bloquer la voie à la réforme sociale. La propriété privée, la religion, la forme actuelle du mariage. Il était co-auteur de Karl Marx dans son communisme manifesto. Et Roger Bardin nous dit, Marx et Engels ont déclaré explicitement et à plusieurs reprises qu'ils avaient une grande dette envers les socialistes utopiques, dont les deux que je vous ai cités tout à l'heure, qui, selon Engels, doivent être comptés parmi les esprits les plus importants de tous les temps. Vous voyez, c'est intéressant, les amis. On les considère comme les plus grands esprits. Et dans le livre de Robert Owen, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez regarder, lire les extraits sur Internet. Le père, on l'appelle le père du socialisme britannique. Donc, qui a inspiré Marx. Il dit un nouveau système de socialisme mondial, basé sur l'abolition du mariage, de la famille, de l'éducation parentale. Je ne sais pas si vous comprenez un peu que quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, pas de propriété privée. Owen dit, dans un système de propriété publique organisé de manière rationnelle, chacun se sentirait souverain, toujours ouvert à son usage et à sa jouissance. Donc, en fait, dans la vision de Owen, tu ne possèdes rien dans la société organisée, d'une manière globale. Donc, tu ne possèdes rien, mais tu vas être épanoui, heureux. Ça vous dit rien, les amis? Vous n'avez jamais entendu cette phrase du Forum économique? Que d'ici 2030, un monde où rien ne vous appartient. Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Vous comprenez? Vous, pas nous, hein? Vous. Robert Owen et Charles Fourier. Les personnes que vous voyez qui ont inspiré Marx dans ses visions, dans sa structure de sa pensée marxiste, étaient des personnes qui étaient reconnues. Ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils étaient versés dans le spiritisme. Vous comprenez? Ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils croyaient, on nous dit dans le livre de Future of Human de Owen, la sagesse des esprits raffinés, bons et supérieurs pouvait seul suggérer aux mortels cette nouvelle vision de la société. Il reconnaît que les esprits lui avaient dit de ne pas s'inquiéter, ces idées vont s'implanter dans le monde au fur et à mesure. Lise, c'est dans son document encore disponible sur Internet. C'est pourquoi, quand vous regardez dans sa vie, il ne croyait pas en Dieu, mais il était dans le spiritisme. Donc même Karl Marx, qui ne croyait pas en Dieu, vous lisez les livres qui ont été très très bons livres, il était versé dans le spiritisme. Ok? Revenons sur Karl Marx. Comme on a dit au début, que l'histoire de Karl Marx, c'est l'histoire des classes, les oppresseurs et les oppressés. Et dans cette société-là, ne pensez pas que le but c'est de viser l'homme blanc, l'homme noir, l'homme la blanche, la féministe, tout ça LGBT. C'est pas l'objectif en fait. L'objectif final, c'est le christianisme. C'est-à-dire, Karl avait une haine. Et toute la politique travaillée a pour point final la destruction des valeurs du christianisme. L'un de ses disciples, Antonio Gramsci, qui est né le 22 juin 1891 en Italie, qui est un philosophe, il était même en prison, il était même emprisonné, membre du parti communiste italien.
Il a assuré la direction. Il était emprisonné dans le régime de Mussolini. Il est mort en 1926. Voilà ce qu'il dit. Le socialisme est précisément la religion qui doit tuer le christianisme. Je vous rappelle que Hitler était socialiste. Hein. Nazi, c'est la nationale, lisez bien, hein, parti national socialiste. Donc, le socialisme est précisément la religion qui doit tuer. Quand vous entendez les partis socialistes, les partis ceci, les gens, je vois les chrétiens qui partent en pensant que le vote, d'abord, ils vont faire quelque chose, mais ils votent le socialisme. Ils disent, oh, le parti social, je ne dis pas que peu importe le parti, hein, on connaît la finalité. Mais s'ils pensaient un seul instant, pourquoi les partis socialistes viennent toujours avec les valeurs qui détruisent le christianisme? Mais que les chrétiens vont le faire par émotion. L'esclavage qui a soutenu. Donc, l'objectif, c'est de viser le christianisme. Et les écoles de Francfort, qui étaient des réseaux étroits de la philosophie économiste et sociale radicaux indépendants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous tapez école de Francfort, ils sont déplacés aux États-Unis, petit à petit, ils ont instauré les idées dans plusieurs écoles. L'une des personnes qui a été inspirée aussi, c'est Sigmund Freud, qui avait la haine pour la famille, qui parle la même chose. Donc, toutes ces personnes-là ont travaillé dans une société au point où la famille est visée. Dans cet article du chercheur Mike Angelus, il décrit le phénomène du Black Lives Matter. Il dit les gens voient peut-être le côté émotionnel, mais en fait, ils reprennent les pensées de Karl Marx. Karl Marx l'a dit dans le manifeste communiste en 1848, dans lequel il appelait l'abolition de la famille. Ils ont rapidement compris que le moyen de changer complètement la société était de détruire l'institution le plus important de la société civile, la famille. Parce que si tu détruis les familles, tu détruis la société. Oui. La restauration d'une société vient par la restauration des familles. D'où il faut détruire les familles. Dans le troisième point de l'article, il dit, parmi les 13 principes directeurs du Black Lives Matter, nous voyons un appel à la perturbation de la famille nucléaire. Karl Marx l'a dit, dans le communisme 1848, il réclamait l'abolition de la famille. La famille était déjà absente chez le prolétariat, écrivait Marx et son co-auteur. Chez la bourgeoisie, la famille n'était une simple relation d'argent. Plus important encore, Karl Marx affirme que le communisme garantirait que les enfants seraient éduqués par l'État et non par leurs parents. Les communistes l'écrivaient dans le manifeste sauverait l'éducation de l'influence de la classe dirigeante. La création de l'homme nouveau était la priorité et la famille était un obstacle. De leur première victoire en Russie en 1917, les communistes au pouvoir ont mis en pratique cette politique. Alexandre Kollontai, premier commissaire du peuple à la protection sociale des soviets, l'a résumé en quelques mots. La vieille famille étroite, mesquine, où les parents se disputent et ne s'intéressent qu'à leur propre progéniture, n'est pas capable d'éduquer le nouvel homme. Et les écoles soviétiques encourageaient même les élèves à dénoncer leurs parents. Les communistes nous répètent sans cesse qu'ils sont en guerre contre la famille parce qu'ils savent quel est un moyen pratique de détruire la société. Eric Mann, un communiste influent à Los Angeles, a déclaré en toute franchise dans une interview en 2015 que le problème, soit la race, le sexe ou le climat, l'objectif est de renverser le gouvernement des États-Unis. Vous comprenez, les amis? C'est pourquoi dans la société de Marx, il y a le totalitarisme. Parce que c'est un besoin capital. Qu'est-ce que le totalitarisme, les amis? Système de gouvernance qui résulte au fait que quelqu'un ou quelque chose doit prendre place sur l'autorité de Dieu. La personne devient autoritaire. Ok? Rod Dreher, qui a écrit un très très bon livre qui est parmi les best-sellers du New York Times, il dit à la page 7,
Un État totalitaire est un État qui n'aspire à rien de moins qu'à définir et à contrôler la réalité. Vous comprenez? Il est journaliste, écrivain américain, éditorialiste aussi. Et il dit que c'est de contrôler. Comment on contrôle? Pas l'éducation, pas la science, pas beaucoup de choses. Et dans son livre, il définit deux types de totalitarisme. Deux types. Il dit qu'il y a le totalitarisme dur, contrôlé par la force. Et il y a le totalitarisme doux, contrôlé par l'heure. Il explique. Il dit, quand les gens pensent au totalitarisme, ce qui vient à l'esprit, ce sont les goulags, la police secrète, la torture. En gros, le stalinisme ou 1884 d'Orwell. C'est compréhensible, car c'était l'espérance du XXe siècle. Mais si nous nous attendons à ce que les agents du KGB débarquent dans la rue pour nous emmener en prison, nous ne le verrons pas. Nous passerons à côté des formes les plus douces du totalitarisme qui émerge dans notre société. Le totalitarisme est un système politique dans lequel une seule idéologie politique est autorisée. Tout dans la société devient politisé. Un gouvernement autoritaire ne veut que vous obéissez politiquement. Un système totalitaire veut votre âme. Lorsque vous voyez quelque chose d'aussi absurde que les biscuits d'Oreo célébrant la fierté LGBT avec des garnitures aux couleurs de l'arc-en-ciel, vous savez que vous avez affaire à une mentalité totalitaire. Après la Révolution russe, la société soviétique des échecs a essayé d'empêcher la politique de s'infiltrer dans le jeu. Ils ont publié une déclaration disant qu'ils voulaient garder les échecs pour le plaisir des échecs. Le gouvernement communiste les a réprimandés en leur disant que toute chose, même les échecs, devraient servir la révolution. C'est cette même mentalité qui a fait des Oreos les éveilleurs. Il continue. Il dit, le totalitarisme dut s'appuyer sur la terreur et la peur de la douleur pour forcer les gens à se conformer. Le totalitarisme doux, au contraire, s'appuie sur la peur de perdre le confort, peut-être perdre votre maison, le statut, au pire, l'emploi pour forcer la conformité. Néanmoins, comme si peu de gens aujourd'hui seront prêts à souffrir pour la vérité, il obtiendra par les moyens plus doux ce que la vision précédente a obtenu par les moyens durs. De plus, je pense que les exécutants n'auront pas besoin de recourir à des tactiques dures pour faire respecter leur idéologie. Ils utilisent une technologie de surveillance sophistiquée, comme les systèmes de crédit social chinois, pour réguler les privilèges des consommateurs, l'accès à l'emploi. Personne ne sera envoyé en prison pour sa foi. Les gens ne pourront tout simplement pas acheter ou vendre si les algorithmes les jugent mauvais citoyens. Et la Chine est en bonne voie pour mettre en œuvre ce type de contrôle. Enfin, la douceur du totalitarisme fait également référence au fait que nous construisons une société de contrôle total au nom de la compassion, afin de créer un espace sûr pour les minorités favorisées. L'autre jour, j'ai été réprimandé sur mon blog pour avoir cruellement mal genré un homme transgenre. Ceci parce que je l'ai appelé elle, et ce qui était biologique, c'est ce qu'elle est biologiquement. Ce totalitarisme est thérapeutique, voyez-vous? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire ici, les amis? On n'a pas besoin d'être dur, tout ça. On vous empêche d'avoir accès à quelque chose. Vous n'avez pas de passe vaccinal, vous ne pouvez pas. On appelle ça le totalitarisme doux. Le cancel culture, l'annuler les cultures. Le crédit social. C'est ça le totalitarisme. Où vous avez en Chine, on doit vérifier votre crédit social pour voir si vous êtes sur vos nombres de points, pour voir si on peut vous permettre de voyager. On a vu les citoyens qui ont été punis à cause. Ils ne pouvaient plus prendre l'avion. Ils ne pouvaient pas prendre le train. Comment la Chine utilise les scores de crédit social pour récompenser, punir les citoyens.
On dit 23 millions de Chinois ne peuvent pas voyager à cause de leur crédit social qui est très bas. Et ils sont inspirés, ils ont augmenté lors de le Covid. La Chine était l'exemple au niveau du Covid. Regardez les gouvernements, ils ont pris le modèle chinois. Vous ne pouvez pas avoir accès, c'est le totalitarisme d'où? Oui, tu ne veux pas te vacciner, ok d'accord, tu ne peux pas aller manger, tu ne pourras pas voyager, tu ne pourras pas aller. Vous avez le crédit social, le pass pour aller au cinéma, pour prendre le train. Au Canada, il fallait pareil, ok? Il faut une bonne cote de crédit. Il y a le code de crédit au Canada. OK? Obtenir un crédit, un dossier de crédit, un code de crédit. Il parle déjà de mettre cela, d'étendre cela, pas seulement au domaine du crédit, d'acheter un bien, mais autre chose. Vous avez vu comment les présidents ont traité les non-vaccinés. OK? Les irresponsables, ce n'est pas des citoyens. OK? Ce n'est pas des bons citoyens. Mais tous ces drogués dans le gouvernement, c'est les bons citoyens. Tous ces pédophiles dans le gouvernement, c'est les bons citoyens. Mais toi qui refuses de prendre une chose parce que tu te questionnes, non, directement, tu es mal vu. Christian Estrosi a même demandé qu'il fallait qu'on empêche les non-vaccinés d'avoir droit à l'assurance du chômage. Combien d'infirmiers ont perdu leur boulot? On ne leur a même pas rémunéré. On parle de pays démocratiques, comme vous parlez de démocratie. Oh, moi, je vis dans un pays de droits de l'homme. Vous comprenez comment c'était possible? On a utilisé une maladie. Tolérance zéro pour les non-vaccinés. Vous avez entendu ça, les amis? Les non-vaccinés sont mis à risque par les non-vaccinés. Les vaccinés sont mis à risque par, indique une étude. On commence à produire les fausses études payées par des personnes. OK? Vous avez dans les chaînes de télévision, écoutez ce que le monsieur disait. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc, moi, j'ai une démarche qui est très claire. C'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner. Vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi. Mais ça, on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas aller au resto. Vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc. De façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Vous voyez un homme qui d'abord, regardez son état de santé, obèse, tout ça, il veut forcer les gens à être en santé. Il devait commencer par lui-même. Mais il a parlé. Vous voyez, il commence. Vous rendez compte de la société dans laquelle on est en train d'aller? Où on a utilisé les gens que vous admirez. Acteur, politicien, footballeur, celui qui se fait pas vacciner, à mon avis, c'est un beau crétin parce qu'il préfère mourir, c'est son choix. On commence à utiliser, ça c'est le totalitarisme doux. Donc, oui, la solution est de se faire vacciner, reprendre la vie normale, reprendre la vie avant. Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour courir derrière, pour que vous soyez vacciné. Ça c'est Mélenchon. Un médecin, quand on prend ce genre de responsabilité, celle de ne pas se faire vacciner. Il faut se regarder dans la glace le matin en disant « Oui, je peux tuer les gens dans la journée. » Vous voyez les petites phrases de manipulation. On a dénigré ces rappeurs, tous ces gens qui se manifestent contre le pass. Vous êtes des connards. Voilà les expressions. À l'occasion, allez dire à vos copains non vaccinés qu'ils commencent à nous saouler. L'antivax est un zombie. On le combat en étudiant son comportement, en disséquant ses réflexes et en se moquant de lui. Et surtout, on l'éloigne des hôpitaux comme on éloigne les pédophiles d'une maternelle. Heureusement, il n'a jamais éloigné les pédophiles qui sont dans la politique. Vous comprenez? On commence à vous, petit à petit, à vous stigmatiser, à vous voir comme des mauvais citoyens. Donc imaginez, ça se fait dans le Covid. Et dans la politique qu'ils sont en train de mettre en place, ce communisme, c'est des sharing economy. Ça, c'est les exemples du communisme. On en commence à aller, ok, on va commencer à, la Chine est un modèle sur lequel on doit bâtir.
On doit commencer à ressembler. La Chine est désormais une fenêtre sur notre futur. Donc, si vous voulez voir à quoi va ressembler votre futur et le mien, vous avez simplement à regarder ce qui se passe en Chine. Tout à l'heure, je vous ai montré le crédit social. La Chine, avec le drapeau communiste, est l'exemple. Vous comprenez? Vous avez le premier ministre canadien qui donnait son admiration en 2013 sur la Chine. Écoutez ce qu'il dit. There's a level of admiration I actually have for China. Because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need to start investing in solar. I mean, there is a flexibility that I know Stephen Harper must dream about of having a dictatorship that he could do everything he wanted that I find quite interesting. Vous comprenez? Il évoque son admiration pour la Chine. Combien de politiciens, même celui qui est dans le forum économique aujourd'hui, on voit la statue de Lénine chez lui. Pour ceux qui veulent pousser loin sur comprendre, il y a deux bons livres qui sont intéressants devant vous, les amis. Achetez ce livre. Lisez-les. Parce que on comprend. OK? Parce que la pandémie qui est venue, et remarquez bien qu'après cela, les gouvernements ont signé le traité de la pandémie pour que tous les pays puissent répondre, qu'il n'y ait pas de pays qui vont résister. Tous les pays, les États membres de l'OMS conviennent de faire part à l'Assemblée de la santé des résultats des processus historiques relatifs au RSI et à l'accord sur les pandémies. Donc imaginez tous les pays signent cet accord. C'est fini. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises au niveau de l'OMS, vous êtes obligés de... Les gouvernements n'ont rien à dire. Vous comprenez? Et tout ça, petit à petit, vous tombez sur le carbone. Vous ne pouvez plus déplacer parce que, pour le bien de la société, il y a un problème du climat. Vous avez de plus en plus la destruction du christianisme, où on attaque directement. Vous avez l'écuménisme, où vous voyez les chrétiens qui commencent à embrasser, deviennent comme des militants en fait. Ce n'est plus l'évangile, ils deviennent comme des militants. Dans l'écuménisme, petit à petit, on détruit la vérité. Pour dire pour le bien, il faut qu'on mette la vérité de côté. L'unité sans la vérité. Et les méthodes sont très simples. La banalisation. Ça affaiblit la capacité de raisonner. Il y a un monsieur qui a écrit un livre, La fabrique du crétin. Aujourd'hui, vous discutez avec les gens sont seulement façonnés pour l'endoctrinement. Ils ne peuvent même pas réfléchir. Ils ne peuvent même pas remettre en question même ce qu'on leur enseignait. Ça n'existe pas seulement dans le monde, même dans le christianisme. Il y a des gens endoctrinés. Et la seule chose que vous pouvez voir, c'est les réactionnaires, les réactions des gens. Ils sont en colère, ils sont fâchés, ils ne vous parlent plus. Ça, c'est comme ça exactement. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui est dans le wokisme, qu'est-ce qu'il fait? Il énerve, il est fâché, il ne vous parle plus. Mais pourquoi les chrétiens critiquent ces gens-là? Ils ont le même comportement. Vous avez par exemple l'isolation, on isole les gens. Isoler les gens détruit les réseaux de soutien. Regardez le Covid. La désensibilisation, on s'habitue à l'immoralité. On commence à voilà, tout petit déjà. OK? Et puis, la thérapie. Croire que les sentiments intérieurs sont l'autorité et que le but de la vie est d'être heureux. Ah oui. Faites ce que vous voulez, comme le satanisme célèbre Aleister Crowley disait, et qui est promu par Jay-Z et autres. Faites ce que vous voulez. C'est ça la loi. Fais ce que tu veux. Les gens basent tout sur leurs sentiments émotionnels. Tout, c'est seulement ça. C'est leurs émotions. C'est la seule chose qui importe. C'est ça qui dicte leur façon de fonctionner. On a préparé la société à ça. Quand vous lisez le livre de Grand désordre hormonal de Corinne Lalo, vous comprenez très bien. Je ne dis pas que les émotions ne sont pas une bonne chose. Il y a des émotions qui sont bonnes, mais je parle aujourd'hui, tout c'est dans les émotions. La surveillance.
Les surveillances de masse est impressionnante dans les pays. Écoutez ce que cet avocat dit. Caméra. Il y a 2 choses quand même. À Rome, il y a des caméras. Oui, il y a des caméras. Pourquoi alors, elles servent à quoi les Il y caméras a des caméras. Elles servent à quoi les À voir ce caméras que tu à Rome manges. Non, non, non. Elles servent à quoi les caméras à Rome? Elles servent à repérer les automobilistes qui rentrent en zone de trafic limité. Super les caméras. Mais alors, elles sont là pour fliquer. Mais elles servent à autre chose. S'il y a un délit, on va servir des caméras. Tous. Fabrice, sois pas plus bête que tu Non mais je veux dire donc, effectivement, voilà, ça, c'est de la démago pure. C'est tout. Maintenant, on peut. Qu'est-ce qu'il raconte? On peut. Je vais essayer d'expliquer si je peux. Il m'énerve. Moi, je veux dire, le truc, c'est toujours la même chose. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pendant le Covid. Mais vous avez dit quoi? Vous avez dit plein de Un choses. gouvernement qui vous emprunte une liberté oublie toujours de vous la rendre. Mais c'est pas une liberté, les caméras de surveillance, c'est pour notre sécurité. Non, la liberté, c'est pas les caméras de surveillance. Bah, la liberté, c'est quoi c'est la la liberté de liberté? circuler. C'est quoi pas la même chose. Mais c'est pour votre sécurité. Alors, est-ce que vous savez aujourd'hui, les fichiers d'empreintes génétiques, est-ce que vous savez, on reviendrait jamais en arrière là-dessus. vous savez, Elle est pas lisse, elle te dit les choses. Merci. quelle est la ville de France avec le taux de délinquance qui, globalement, fait partie des plus importants? Marseille. Grenoble. Nice. Nice, exactement. Est-ce que vous savez quelle est la ville de France où le taux de caméras par habitant le plus important? Nice. Et alors? Mais apparaît, ça marche vachement bien. Mais pas du tout. Comment vous savez qu'il y a un taux de criminalité? Parce que c'est publié. Vous comprenez ce type d'émission où on cherche à abrutir quand vous mettez quelqu'un qui peut un peu réfléchir parmi, tout le monde le considère comme quelqu'un qui est malade. Vous comprenez? Il a raison. Est-ce que ces caméras? Non. On vous met petit à petit, on dit non, mais les caméras, juste pour la délinquance, toutes ces choses, c'est petit à petit au fur et à mesure. Petit à petit, on entre dans cette société. OK? En Suisse, en Allemagne, au Canada, dans même des pays en Afrique aujourd'hui, je suis allé dans certains pays, il y a les caméras partout. Comment? Société de surveillance de masse. OK? Vous regardez l'émission, c'est sur Arte. OK? Quand vous voyez votre iPhone, vous demandez de mettre votre visage pour débloquer votre téléphone, vous donnez vos informations, les amis. Petit à petit, lisez le livre, le document qui est à côté, Social Contract for l'intelligence artificielle dans le monde. Ils mettent ensemble le contrat social destiné à jeter les bases d'une nouvelle société. Et demandent sur le document, ils demandent un système de surveillance et d'évaluation des gouvernements, des entreprises, des individus pour faire respecter les nouvelles normes. Et que le forum économique mondial devrait interdire les entreprises qui ne respectent pas cela, qui n'acceptent pas de fonctionner avec cette surveillance-là. Vous comprenez? Et vous pensez qu'on retire ces caméras-là une fois que c'est fini? Non. On augmente au fur et à mesure. Petit à petit, nous, on est là divertis en regardant les matchs de boxe, en regardant le foot, en regardant nos émissions, en perdant en disant on est en train de faire autre chose. Mais petit à petit, on est en train de se mouler. Dans cette société-là, où même nos téléphones deviennent... Je ne dis pas que la technologie, on peut l'utiliser pour évangéliser, pour faire des choses. Mais il faut faire attention de ce que ça devient. De donner... Je ne veux pas culpabiliser les parents ici de donner des trucs aux enfants, mais n'oubliez pas, petit à petit, on nous fait arriver dans ce monde-là. Robert Jane Lifton, dans son livre, il analyse ce qui se passe en Chine en voyant ce qui va se passer en Occident. Il dit, une des choses pour permettre à la population de pouvoir entrer à 100% dans la société, la nouvelle société qu'ils mettent en place, la censure de l'information. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez vu lors du Covid? Facebook, ancien Twitter, où on sanctionnait toutes les personnes qui s'opposaient. Manipulation des émotions et les comportements. Les non-vaccinés sont les criminels. Tous les mots possibles. Redéfinir la moralité comme conformité. OK? Créer une culture de la confession. Présenter une science sacrée, donc il y a la science. On dit la science a dit oh non, on va vacciner les gens. La science a dit donc tous les médecins qui vont dire non, c'est pas scientifique, ils sont mis de côté. La science devient une religion. Il n'y a plus de remise en question. Promouvoir les clichés progressistes ou contre l'oppressif. Donc si vous acceptez, vous êtes chrétien, vous acceptez le mariage gay, vous acceptez la bénédiction, vous êtes progressiste. Mais si vous êtes oppresseur. Rejeter les preuves contraires et déterminer qui bénéficie des droits de l'homme. Ce n'est pas les droits de l'homme pour tout le monde. Non. Qui bénéficie? Donc dans le totalitarisme doux, les définitions sont claires.
Et l'objectif final, vous remarquez bien, la famille était toujours l'ennemi du socialisme, du communisme, le socialisme qui est une extension du communisme, c'est la famille qui est visée. Il faut supprimer les familles. Il faut détruire les familles monoparentales aujourd'hui. Beaucoup de femmes qui pensaient que le féminisme était bénéfique, elles ne savent pas qu'elles étaient seulement utilisées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu les abus des hommes, mais on a fait utiliser une petite chose pour pouvoir promouvoir quelque chose aujourd'hui. Famille monoparentale. Destruction du valeur du mariage. Accorder aux parents, aux enfants la supériorité sur les parents. Vous ne pouvez même pas parler à vos enfants, ils appellent la police. On les retire directement. Ok? Faire à ce que les deux parents puissent travailler. Je ne dis pas que, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas travailler, mais vous remarquez bien l'origine. On a augmenté les taxes, on a augmenté ceci, ce qui fait que les deux parents travaillent. Qui doit les éduquer? L'État. Avec les valeurs de l'État. Vous comprenez? Alors les parents devaient déjà préparer leurs enfants à l'apologétique. Comment ils devaient se défendre leur foi. Si vous ne faites pas ça, les amis, vous comptez sur quoi? Vous et moi, nous comptons sur quoi? Si vos enfants sont demain retirés, parce que si vous êtes chrétien, vous devez penser à cette possibilité dans la société qui est en train de venir. Parce que quand vous faites un enfant au Canada, c'est l'enfant du gouvernement, pas le vôtre. Vous n'êtes que gestionnaire, le gouvernement peut retirer. En France, pareil. Aujourd'hui, vous devez inscrire vos enfants plus tôt. Donc, on veut le retirer le plus tôt possible de vous. Alors, si vous êtes chrétien, vous devez connaître vos droits d'abord. Première chose. Vous rappelez que Paul a fait appel dans Acte 22, verset 25. Il dit, vous voulez fouetter un citoyen romain que vous n'avez même pas jugé. Est-ce que vous avez le droit? Il a fait appel à ses droits. Il n'a pas dit seulement qu'il priait. C'est comme ça qu'on a mené, c'est un peu rallongé son temps de persécution. Vous comprenez? Quand il dit rallongé, c'est-à-dire il a évité, parce qu'on l'a mené directement pour juger par Rome. Ok? Mais il a quand même utilisé le droit pour sortir de la main de ces gens-là. Et aussi, les familles. Vous devez savoir que quand vous êtes persécuté dans une ville, vous fuyez dans une autre ville. D'où on appelait Abraham et tous les autres dans les héros de la foi, ils étaient des voyageurs sur la terre. Que vous possédez des maisons ou pas, vous devez savoir, si vous êtes chrétien, que vous n'êtes pas attaché à ça. Que vous n'êtes pas attaché de telle manière que si demain vous voyez que les lois du pays ne vous condamnent pas et que vous voulez encore, peut-être, vous voyez d'autres pays qui offrent encore cette opportunité tant qu'on n'est pas encore à la fin, vous pouvez le faire. Parce que c'est ça. Quand vous persécutez dans une ville, ne restez pas là 8 mois. C'est pourquoi il faut bien choisir avec qui vous vous mettez. Bien choisir avec qui vous voulez fonder votre famille. Parce que si vous fondez votre famille avec quelqu'un qui n'a pas la même vision, vous allez perdre vos enfants si vous décidez de partir. Vous comprenez pourquoi c'est très important l'éducation, la transmission de ce point-là. Que ce n'est pas question, on ne tombe pas amoureux par rapport aux sentiments. On doit comprendre qu'est-ce que nous gardons comme culture, si on est chrétien, notre vision, et qu'est-ce qu'on doit protéger, quelle est la vision du monde. Et vous et moi, on peut beaucoup apprendre. Moi, je connais des voyageurs, les gens du voyage. Ils sont en France, ils sont en Suisse. Moi, j'ai beaucoup appris. Je dis, chaque chrétien devrait apprendre les gens du voyage parce qu'ils nous montrent un peu comment la vie est simple. Ils sont prêts à partir. Même pour peu importe, s'il faut faire quelque chose quelque part, ils sont prêts à partir. Et ça, c'est quelque chose que nous devons, en tant que voyageurs sur la terre, savoir que on ne doit pas s'attacher à certaines choses. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir des maisons, mais qu'on ne doit pas être attaché au point que si on est persécuté, on reste là, on subit pour rien. Je ne dis pas que la persécution ne va pas se généraliser, mais il faut déjà qu'on commence à penser à ça. Oui. La Bible nous dit aussi, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre, donnant un enseignement plus digne, une parole saine, irréprochable, que l'adversaire soit confus, n'ayant aucune maladie. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quoi
le petit traité d'apologie. Est-ce que vous avez appris à vos enfants à défendre leur foi? Est-ce que vous-même, vous vous entraînez à défendre votre foi? Que lorsqu'on va vous traîner devant les tribunaux, comment vous et moi nous allons faire? Comment vous et moi nous allons faire si on est traîné devant les tribunaux? Parfois, les gens pensent que s'il faut faire seulement la Bible avec les enfants, il faut les pousser aussi à réfléchir, à penser. D'où? Pour éviter l'endoctrinement qu'on voit dans le christianisme. Est-ce que vos parents, si vos enfants sont pris de main, comme Daniel et ses compagnons, ils pourront rester fermes, accrochés à Jésus et savoir répondre avec douceur et respect devant qui qu'on le demande? Les amis, c'est une question qu'on doit se poser. Le christianisme sera visé. Vous avez des dénominations qui donnent déjà l'argent aux LGBT. Vous avez les mariages de même sexe qui sont baptisés. Les gens sont libres de se marier comme ils veulent. Mais qui sont maintenant les protestants de France. Ça veut dire que vous êtes baptistes, adventistes et tout ça, vous faites partie du protestant de France. Qui bénissent le couple homosexuel. Ça veut dire que les gens sont libres de se... Si vous voulez vous marier, mariez-vous comme vous. Mais qui rentrent, ils bénissent. Et quel est l'argument que les responsables disent? Imaginez. Voilà un responsable religieux qui donne une information. Il donne l'information si à France Info. On ne peut pas prendre la Bible au pied de la lettre pour justifier le mariage gay. Il dit comment cela se déroule. Un couple sautant une bénédiction pourrait simplement aller voir le pasteur de la paroisse pour en parler. Ensuite, ce sont les conseils presbytériaux qui décideront de répondre positivement ou non à cette demande. Ils ont la possibilité de refuser car rendre les choses contraignantes n'est pas notre logique. Ok? Et il dit, contrairement, le mariage n'est pas un sacrement chez les protestants, dont il s'agit simplement de bénir une union civile. Vous comprenez? Et puis, il dit, les chrétiens qui s'opposent à une ouverture du mariage homosexuel avancent souvent la Bible comme s'opposant à l'homosexualité. Il dit, de manière factuelle, quand on lit la Bible, on s'aperçoit qu'elle parle très peu de l'homosexualité, mais qu'effectivement, elle en parle toujours de manière négative. À l'inverse, le couple entre homme et une femme est valorisé. Pourtant, est-ce que la Bible est un code de route qu'il faut prendre au pied de la lettre? Si c'est le cas, il faut rétablir l'esclavage ou la polygamie. Peut-on considérer les données de la Bible sur l'homosexualité comme immuables ou faut-il au contraire les lire dans leur contexte historique? Tout le monde interprète la Bible, même ceux qui affirment ne pas le faire. Vous comprenez? Imaginez. Vous avez toutes les dénominations qui sont dans l'écuménisme. Vous avez les chrétiens progressistes qui acceptent toutes ces choses. Vous pensez que si vous décidez de ne pas le suivre, on va vous laisser tranquille? Est-ce que vous savez que selon le communisme attaque le christianisme, mais vous savez que ça attaque le christianisme biblique, pas le christianisme populaire? Est-ce que vous savez que le christianisme populaire n'est jamais biblique? Mais le christianisme biblique ne sera jamais populaire. Est-ce que vous comprenez la visée? Vous voyez que beaucoup de chrétiens sont entrés dans la justice sociale, où ils se mettent au fur et à mesure, ils se conforment au siècle présent. Alors qui seront vos ennemis? Quand ceux-là vont dire « Oh, nous avons progressé », alors vous qui refusez, comment vous serez perçus? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous et moi nous sommes prêts? Parce qu'ils n'auront pas, dans le totalitarisme d'où l'État n'a pas besoin directement, c'est vos dénominations qui vont jouer le rôle pour vous sanctionner ou pas. Parce que vous refusez d'accepter la pensée populaire. Pour tous ceux qui pensent que la dénomination de l'écuménisme, c'est juste un temps. Non, vous allez entendre toujours, laissez Dieu va gérer. Ça, c'est les trucs qu'on a préparés très bien pour les gens endoctrinés. Qu'est-ce que vous et moi nous suivons? Qu'est-ce que nous savons comme la société qui va entraîner? Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Dans la société où on ne pourra ni acheter ni vendre, vous pensez qu'il n'y aura pas de chrétiens qui auront fait le compromis? Vous pensez qu'il n'y aura pas? Ils sont en train de mettre tout en place
Comme beaucoup de chrétiens ont peur d'être pris comme les oppresseurs, ils se joignent directement en acceptant toutes ces philosophies, en rejetant au fur et à mesure l'autorité de la parole de Dieu pour accepter. C'est pourquoi de plus en plus vous allez voir qu'il y aura des divisions au sein du christianisme, même des dénominations. Vous avez les gens qui vont dire « je veux suivre la Bible ». Les gens vont commencer à aller petit à petit et commencer à retourner. Ce qui est positif dans ce qui va venir, ça va pousser ceux qui cherchent à être autonomes. Oui. Ça veut pousser ceux qui cherchent à être autonomes. Ceux qui sont confortables dans la dénomination, ils vont s'aveugler, ils vont accepter. Ils seront dans un aveuglement optimiste. L'Église va se purifier et nous, les saints, on va changer. De plus en plus. C'est pourquoi la question qu'on a, est-ce que nous sommes prêts dans la société qui vient? Dans la société qui se met en place au fur et à mesure, où la destruction de la famille, la destruction de toutes choses, des valeurs, la déchristianisation, où on considère directement les gens comme les oppresseurs, les oppressés. Vous vous rappelez de cette phrase? Je crois que le concept actuel de justice sociale est incompatible avec le christianisme biblique. Il a bien précisé biblique, pas le christianisme populaire. Alors, les amis, là, les choses se mettent devant nous. La société est en train de se mettre en place au fur et à mesure. Économiquement, on aura beaucoup à perdre si on est attaché au bien matériel. Oui. Familièrement, si on n'a pas commencé à constituer c'est quoi la famille chrétienne et apprendre à nos enfants de défendre leur foi eux-mêmes, d'échanger avec eux. Pas de les endoctriner, mais de les pousser à la réflexion. Si on n'est pas en train de se poser cette question, c'est pourquoi le choix, si vous n'êtes pas encore marié, réfléchissez 100 fois avant de le faire. Avec qui? Ne laissez pas vos émotions vous diriger vers quelqu'un parce que la personne a une belle gueule. Même Satan avait une belle gueule. Vous comprenez? Ne laissez pas les émotions vous dicter. Choisissez aussi par rapport à votre projet de vie, vous qui êtes chrétien. Amos 2, 3, verset 3 dit, 2 personnes ne marchent pas ensemble, ne sont pas d'accord. Et donc choisissez bien. Une personne qui a fait la détox du féminisme et qu'un homme a fait la détox des choses du monde. Parce que dans la société, l'ennemi vise la famille premièrement. La famille chrétienne, le concept du christianisme, le concept judéo-chrétien a bâti le monde. Les principes, ça a bâti le monde. Oui, les amis, le monde aujourd'hui ne s'est pas encore totalement écroulé parce qu'il y a encore les vestiges du christianisme qui sont encore là. Et qu'on est en train d'attaquer au fur et à mesure. Vous comprenez, les amis? Et c'est pourquoi le Christ disait, prenez garde que personne ne vous séduise. Oui, prenons garde que personne ne nous séduise. Le communisme vise le christianisme biblique. Et c'est pourquoi on doit étudier la Bible pour nous-mêmes. D'échanger avec des personnes, de prier et de faire confiance à Dieu. Parce que bientôt, parce que vous pensez différemment, vous serez ennemis. Écoutez cette vidéo pour qu'on puisse terminer. Pour ne plus se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est possible? Ça, c'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. Oui, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Je pense que cette phrase, il faut la retenir sur en tout cas, elle est dans le temps. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vous comprenez? Bientôt, vous et moi, on sera considérés comme des parias de la société. Comme je vous ai dit, on peut, même dès aujourd'hui, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple, qu'on soit en famille, commencer à apprendre. Moi, je continue à apprendre tous les jours. Je partage avec vous. C'est pourquoi, quand j'ai lu dans la Bible toutes ces choses, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur est toujours bon pour
pour nous permettre d'apprendre, si nous le voulons. Donc ne faites pas les choix, que ce soit l'achat de quelque chose ou quoi que ce soit par des ambitions. Sachez que vous avez pris une nouvelle identité. Et votre identité vous conduit à votre mission. Et vous ne savez que les choix, que ce soit l'endroit où vous allez vivre, ce que vous devez acheter, où vous devez vivre, ne peuvent pas être dictés seulement par les raisons économiques, mais aussi par rapport à ce que vous vivez, vos valeurs. C'est juste un partage que je fais avec vous, votre frère. Ce n'est pas pour vous dire quoi que ce soit ou pour vous amener à culpabiliser. Non, c'est un partage. Pécheur que je suis, j'essaie juste d'informer mes frères et sœurs. Alors si vous avez été édifié ou compris quelque chose, au moins quelque chose, et que vous voulez que d'autres personnes puissent avoir accès à la vidéo, nous vous demandons juste de mettre un coup de pouce ou de partager. Mettre un coup de pouce pour que ça soit référencé, afin que d'autres chrétiens puissent aussi avoir accès à cela. Et pour ceux qui veulent soutenir ce ministère, vous avez notre adresse email. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci pour votre attention. À très bientôt. Au nom de l'équipe Véné Raisonnant, nous vous disons à très bientôt sur notre chaîne.